Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2804 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 9 février avec des anniversaires et tout d'abord Otavio, le milieu portugais de l'équipe de Al Nassr, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et aussi Mario Pasalic, joueur qui fête également ses 29 ans, le joueur de l'Atalanta Bergame ou par exemple Niklas Füllkrug, l'attaquant allemand de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Tiens, ce joueur qui a marqué un triplé il y a quelques jours avec le Borussia Dortmund. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Il y avait quelques rencontres intéressantes. Tout d'abord en Coupe de France, c'était la dernière affiche des huitièmes de finale de la Coupe de France. Rouen-Monaco. Rouen, c'est une équipe de 3ème division française. Et Rouen se qualifie, donc déjà il y a eu un partout. Donc du coup, ça va passer directement au tir au but parce qu'il n'y a pas de prolongation. Il y aura seulement une prolongation en Coupe de France pour la finale. Sinon, avant, c'est directement les tirs au but. Et Rouen s'est imposé 6-5 lors de la séance des tirs au but. Et du coup, Rouen se qualifie quand même pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Félicitations à eux. Donc les deux buteurs du match, Bassin, juste avant la mi-temps côté Rouen. Et Balogun, buteur également en première mi-temps côté Monégas. Donc voilà, très grosse performance bien sûr de Rouen. On peut voir en plus qu'ils n'ont pas démérité. Bon, même si Monaco, logiquement, a eu plus de possession de balle. Bon, 3 tirs de plus, mais les tirs cadrés, on peut voir que c'est même Rouen. 4 tirs cadrés pour Rouen, 3 tirs cadrés pour Monaco, donc ça a été ultra serré, donc il fallait un vainqueur et ça s'est départagé au pénalty. Comme j'ai dit, Rouen a été meilleur que les Monégasques et l'épopée continue pour cette équipe quand même de 3ème division. Un petit rappel, ils étaient en National 2 la saison dernière, donc là c'est une équipe promue en National et voilà, la saison est, on peut dire, réussie. L'objectif déjà c'est de se maintenir en National. Je crois que c'est dans la première partie de saison, il faut un bon championnat et voilà, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc prochain adversaire pour eux, ça sera l'équipe de Valenciennes, une équipe de Ligue 2. Je pense que ça peut le faire, bien sûr, pour eux. Ils viennent d'éliminer en plus 2 équipes de Ligue 1. Ils ont éliminé l'équipe de Toulouse lors du tour précédent. Mais il n'y a pas Toulouse tenant du titre de cette Coupe de France. Ils ont fait tomber Monaco 5ème de Ligue 1 et maintenant même descendre d'un étage. C'est même plus une Ligue 1 qui va affronter, c'est une Ligue 2, l'équipe de Valenciennes, lors du prochain tour. Et peut-être ils vont rentrer dans le dernier carré tout simplement de cette compétition. Et du coup, on aura donc 2 petits poussés en quart de finale de la Coupe de France. L'équipe du Puy-en-Velay, une équipe de National 2 et l'équipe de Rouen, une équipe de National. Donc nous, on aime ça, bien sûr, en tant qu'amateur de foot. On veut à chaque fois, quand il y a un gros qui joue contre un petit, on est toujours pour le petit tout simplement. Puis là, il y a quand même, parce que souvent les gars en quart de finale, il ne reste plus que des équipes de Ligue 1, voire une équipe de Ligue 2. Donc là, il y a quand même une équipe de National 2 et une équipe de National. Donc c'est ce qui fait la magie, on peut dire, de la Coupe de France. On va parler du gardien de Rouen qui a arrêté quand même 2 tirs au but hier. Donc il s'appelle Léonard Agounet. Donc à 26 ans, le gardien du FC Rouen national vient de sortir Monaco de la Coupe de France après 2 arrêts au tir au but. Donc sur chaque tir au but, Monégas, le gardien rouennais, était là pour déstabiliser son adversaire direct. Il faisait un petit peu le pitre, mais ça marchait, on peut dire, parce qu'il a déstabilisé les joueurs Monégas qui ont tiré leur tir au but. Puis il a fait 2 arrêts. Ce gardien qui a été formé à l'époque, j'apprends, il a été formé du côté du Paris Saint-Germain. Ce gardien qui fait une grosse saison du côté de Rouen. Et à la fin du match, il était questionné, il est interviewé par Ben Sport par rapport à cette qualification. Et le gardien il a dit: mais on a tiré qui en fait? J'ai rien suivi parce que le tirage au sort pour les quarts de finale a été fait juste avant le match. Donc les joueurs ne savaient pas ils allaient affronter qui, si ils éliminaient Monaco, parce que c'était focus seulement bien sûr sur leur rencontre. Et du coup celui qui commentait le match, qui posait des questions, lui a dit: Valenciennes, c'est cette équipe là que vous allez affronter en quart. Il a dit: ok, on va se préparer, et dédicace à ceux qui croyaient pas en moi, je suis là, n'oubliez jamais que je suis toujours là. Voilà ce qu'il a pu dire au micro de Ben Sport à ce gardien. Et le coach du FC Rouen, donc, qui s'appelle Maxime Dornano, ne laisse rien au hasard. Les pénaltys, c'est pas la loterie, parce qu'il y en a qui pensent que c'est la loterie. Ça sert à rien de travailler cet exercice à l'entraînement. Les pénaltys, je pense à Deschamps, il a toujours dit que ça sert à rien d'entraîner, parce qu'en gros, c'est pas la même chose lors d'une compétition. Il y a la pression, tout ça. Mais c'est vrai que quand tu t'entraînes, parce que lui, il dit qu'en gros, ils sont entraînés lors des derniers entraînements, lors des séances de tir au but, puis on peut voir que ça a porté leurs fruits bien sûr avec cette qualification. Donc félicitations à cette équipe de Rouen où le stade est à guichet fermé hier, un magnifique public aussi, il y avait une grosse ambiance. Donc pour eux, ça sera peut-être qualification pour les demi-finales s'ils éliminent bien sûr l'équipe de Valenciennes. Et côté Monégas, parce que là on a parlé que côté rouennais avec leur qualification, mais Monaco c'est quand même une grosse déception, éliminé contre une équipe de 2 divisions en dessous. Et on va juste parler déjà de la seule bonne nouvelle, c'est Balogun qui vient d'inscrire son 5e but de la saison face à Rouen. Donc l'attaquant recruté pour 30 millions d'euros plus 10 millions de bonus l'été dernier n'avait plus marqué depuis le 24 novembre. Bon, il a marqué un but. Pour le problème, c'est que lors de la séance de tir au but, il n'a pas marqué son but, il a été arrêté. Il a marqué le but dans le jeu, mais pas lors de la séance. Donc voilà, concernant Balogun, mais bon, ça faisait quand même depuis le 24 novembre dernier qu'il n'avait pas marqué le moindre but. Donc cette mauvaise série se casse pour lui, on peut dire. Et Thilo Kehrer, il a dit: les pénaltys, il y a toujours un peu de chance et malheureusement on sort. On doit apprendre de cette défaite, on doit arriver à changer cela. On devra montrer plus de passion et d'engagement. Voilà pour Monaco maintenant.
c'est fini la Coupe de France, hein, qui a un objectif bien sûr pour les Monégasques, voilà, de remporter comme un titre, parce que là la Ligue 1, même s'ils sont, ils sont cinquièmes mathématiquement, c'est encore jouable, mais on ne les voit pas revenir sur le PSG. Donc ça sent la saison blanche, hein, pour l'équipe de l'AS Monaco. Et Daniel Riolo, tiens, sur l'after foot hier, à la fin du match, il a dit en Coupe de France, dans le contrat, le mec signe dans mon club, il y a une clause, tu me perds le match contre une équipe de division inférieure, malus, hein, 2 divisions extra malus, c'est plus qu'une faute professionnelle, c'est inadmissible. Voilà ce qu'il a pu dire sur UTR, le coach, hein, de cette équipe de Monaco. Donc ça sent pas bon pour lui avec cette élimination en Coupe de France. Attention, parce qu'on sait que Monaco, hein, quand les résultats sont pas super bons, on a pu voir Philippe Clément, on a pu voir aussi à l'époque avec Jardim, voilà, avec pas mal de coachs, hein, qui ont été licenciés. Ça va faire du bruit, hein, du côté de Monaco, hein, cette élimination contre une 3e division française. Du coup, toutes les équipes qualifiées, voilà, il manquait plus que Rouen ou Monaco, c'est Rouen qui se qualifie. Et du coup, on connaît le tirage au sort qui a été fait juste avant le match hier. Donc, première affiche, le Paris Saint-Germain recevra l'équipe de Nice, c'est le choc. Donc, les matchs déjà auront lieu le 28 février prochain. Bon, peut-être ça s'étalera sur 2 jours, mais ça sera le 28. Donc là, dans un peu moins de 20 jours, 19 jours exactement. Donc PSG-Nice, hein, n'oubliez pas que Nice avait éliminé le PSG il y a 2 ans en Coupe de France. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a un Lyon-Strasbourg, hein, Lyon qui a pour objectif de remporter cette coupe. Donc ils recevront l'équipe de Strasbourg. Le Puy-en-Velay contre l'équipe de Rennes. Et du coup, Rouen-Valenciennes. Voilà les 4 affiches des 4 quarts de finale de cette Coupe de France. Il y avait aussi le tirage au sort de la Coupe Gambardella, les affiches des 8e de finale qui a été fait hier également. Donc les matchs auront lieu les 24 et 25 février prochains. Donc voilà, toutes les affiches, je ne vais pas toutes les citer. Par exemple, tiens, je sais pas, l'Olympique de Marseille, parce que je sais qu'au tour précédent, ils ont éliminé le PSG, je les cherche. Voilà, ils sont tout en bas à droite. Marseille ira se défier l'équipe du Mans. Hein, c'est les centres de formation, on peut dire, qui s'affrontent. Donc voilà, concernant ce tirage au sort de la Coupe Gambardella. On quitte maintenant la France, direction l'Arabie Saoudite. On va parler du match entre Al Hilal et Al Nasser. Donc Al Hilal s'est imposé 2-0. Donc Milinkovic, Savic et Dassari ont été les 2 buteurs côté Al Hilal. On peut voir les statistiques de la partie. Donc dominé quand même par Al Hilal. Même si Al Nasser a eu plus de tirs, 14 tirs, les tirs cadrés ont été plutôt côté Al Hilal. 8 tirs cadrés contre 3 seulement pour Al Nasser. Et logiquement, Al Hilal gagne à ce match. Donc c'était pas un match de championnat, ça n'a rien à voir. En gros, c'était comment s'appelle cette coupe, la Riyad Season Cup, avec 3 équipes, hein, Al Hilal, Al Nasser et l'Inter Miami. C'était un petit tournoi entre ces 3 équipes-là. Et du coup, Al Hilal remporte tout simplement ce prix. Hein, ils ont gagné 2-0 contre l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ils ont gagné 4-3 contre l'équipe de Léo Messi. On se souvient il y a quelques jours, et du coup 2 matchs et 2 victoires pour eux, donc ils remportent ce prix. Hein. Donc voilà, et tiens, Mitrovic, les gars, grand attaquant, hein, du côté de Al Hilal qui marque beaucoup. Bon, il n'a pas marqué hier, mais on peut voir qu'il a joué contre Ronaldo et il avait joué il y a quelques jours contre Léo Messi. Hein, beaucoup de respect bien sûr, hein, pour l'attaquant serbe envers les 2 GOAT du football. Du coup, le classement, voilà, j'ai dit Al Hilal en tête, ils ont gagné leurs 2 matchs. Donc Al Nasser qui avait gagné contre l'équipe de Messi, je ne sais plus, c'était fini à 6-0, 6-1, je ne sais plus, hein, c'était il y a quelques jours, du coup fini 2e, et l'Inter Miami de Messi finit 3e, un -7 en différence de but. Hein, voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu le jour, hein, l'équipe de l'Inter Miami. Donc félicitations à l'équipe de Al Hilal. Et on va parler de Ronaldo, parce que Ronaldo, il a joué hier. Il a joué, malheureusement, il a perdu ce titre. Hein. Je ne sais même pas s'il est reconnu auprès de la FIFA, c'est Riyad Season Cup, mais bon, voilà, on peut dire que Al Nasser n'a pas remporté le tournoi. Et Ronaldo, les gars, il a été chambré par les fans d'Al Hilal qui scandaient le nom, bien sûr, de Messi aujourd'hui. Il a dit: je suis ici, voilà, en Arabie Saoudite, pas Messi. Hein, donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, Ronaldo, qui était très énervé, surtout à la fin du match, hein, parce qu'après, fin du match, il avait la haie d'honneur des joueurs de Al Hilal. Les joueurs d'Al Nasser sont passés au milieu, vu qu'ils venaient de perdre ce match. Et voilà, Ronaldo, en gros, il n'était pas très jovial. Hein, en gros, c'est une vidéo, mais bon, voilà, on peut voir qu'il se prenait la tête. Vraiment, il était très énervé, bien sûr, hein, d'avoir perdu tout simplement ce match contre l'équipe de Al Hilal. Pourtant, il était plutôt souriant avant le match. Donc, il avait apprécié l'entrée de ce catcheur, hein, je crois, parce que je ne suis pas du tout le catch. Donc, il s'appelle Undertaker. Était présent dans le stade avant le match d'Al Hilal Al Nasser. Donc, il est rentré sur le terrain comme à la WWE. Donc, je pense que c'est du catch, hein, dans une ambiance magnifique. Donc, Ronaldo, on peut voir qu'il avait apprécié ça. Bon, après, bien sûr, il était plutôt énervé à Ronaldo après la défaite de son équipe. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur ce match, bien sûr, entre les 2 grands clubs saoudiens. On continue, il y avait aussi un quart de finale de la Coupe du Portugal hier soir entre Vizela et le Benfica. Et c'est le Benfica qui s'est imposé 2-1. Donc Romario buteur et Cabral buteur. Donc Cabral buteur et passeur D. A noter que Rafa Silva était auteur d'une passe D. On va parler, pourquoi je parle de ce joueur, parce qu'on va parler juste après. Très bon joueur, on peut voir les statistiques. Donc Benfica se qualifie pour les demi-finales, hein, de la Coupe du Portugal.
Portugal. Et voilà, on revient sur Rafa Silva, j'ai dit, auteur d'une passe D. Et cette saison, les gars, donc il a quand même 30 ans ce joueur, hein, donc 34 matchs, 13 buts et 12 passes décisives. C'est vrai qu'on parle très peu de ce joueur, mais c'est vrai que les stats, hein, c'est quand même exceptionnel du côté du Portugal. Et en parlant de cette équipe du Benfica, rien à voir avec leur match hier, mais le Benfica, tiens, jeudi prochain, reçoit l'équipe de Toulouse, hein, pour un match d'Europa League, c'est les barrages on peut dire. Et une grève des policiers au Portugal menace la tenue du match Benfica-Toulouse en Ligue Europa le 15 février prochain, hein, le 14, hein, vous savez, le Real Sociedad PSG au parc, hein, ce sera le mercredi, puis le lendemain, il y a pas mal de matchs d'Europa League, des 16e de finale. Et du coup les gars, ce match est menacé parce qu'en gros il y a une grève actuellement des policiers au Portugal et il faut absolument des policiers pour la sécurité du match. Imaginez s'ils font la grève, ils pourraient ne pas être là et du coup le match pourrait être perdu. Hein, si le match est annulé, Toulouse pourrait gagner 3-0 par forfait. Imaginez. Hein, donc voilà. Bon, pour l'instant, la grève là, elle est toujours là. On verra si elle sera encore là pendant une semaine, la grève Portugal des policiers. Mais voilà, hein, Toulouse pourrait gagner le match 3-0 si bien sûr le match ne pouvait pas se disputer, surtout avec les normes de sécurité, parce qu'il faut bien sûr de la sécurité. N'oubliez pas qu'il y aura plus de 3200 supporters toulousains qui seront sur place, enfin si le match bien sûr a lieu. On continue les gars avec le programme du jour. Donc aujourd'hui on est vendredi et bien sûr c'est le retour souvent des championnats. Il y a toujours des rencontres avancées, hein, le vendredi soir. Dortmund-Fribourg ce soir, Cadix-Betis, Salernitana, Empoli et Marseille contre l'équipe de Metz. Voilà, deux équipes en grande difficulté. Donc on verra laquelle qui rentrera encore plus dans la crise, hein, parce que Marseille n'a pas gagné le moindre match en Ligue 1 cette année 2024. Et l'équipe de Metz, les gars, 7 défaites d'affilée pour Metz, hein, toutes compétitions confondues. Donc voilà, malheureux aux perdants ce soir. Il y a aussi une journée de national. Voilà, toutes les rencontres soir. Tiens, Red Star premier reçoit l'équipe de Martigues. Hein, Martigues, je crois, qui est 3e du championnat. Donc voilà, c'est un gros choc. Voici le programme. On bascule maintenant avec la une du journal L'équipe aujourd'hui, le chant du départ. Regardez, en ce 9 février, on peut voir Nasser, on peut voir le Parc des Princes, tout ça. Donc c'est quoi? Ça nous fait penser au stade, bien sûr. Et Nasser, le président parisien, a annoncé fermement hier que le PSG allait quitter l'enceinte de la porte de Saint-Cloud. Les relations avec la mairie de Paris sont de plus en plus compliquées. Donc depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois, on sait que le PSG cherche à agrandir le Parc des Princes. Refus de la mairie, parce qu'en gros pour agrandir le Parc des Princes, le PSG veut être propriétaire du stade et pour l'instant c'est la mairie de Paris qui est propriétaire du stade. La mairie de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes au PSG. Donc voilà, c'est la goutte d'eau tout simplement pour Nasser. Il en a marre, le Parc des Princes, c'est fini pour nous. Voilà, il a dit, hein, c'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut. On a gâché des années à vouloir acheter le parc parce qu'à chaque fois ils attendaient, hein, le PSG ils attendaient de négocier avec la mairie. Et du coup, ils ont laissé filer du temps, des années. Et du coup, c'est toujours au même point. La mairie ne veut pas vendre le parc. Donc il a dit, hein, c'est fini maintenant, on veut bouger du parc. Donc on peut dire voilà, que c'est quasiment officiel. Le PSG va construire un nouveau stade. Donc c'est cette déclaration plus que j'ai dit il y a 2 ou 3 jours, hein, qui a fait disjoncter, on peut dire Nasser, hein. C'est Anne Hidalgo, donc la maire de Paris. Donc elle a dit, je le redis aussi aujourd'hui, et une bonne fois pour toutes, hein, il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiens et des Parisiennes, le sujet est clos. Donc voilà, elle a dit en gros, voilà, il n'y a pas moyen de négocier. Le Parc des Princes ne sera pas vendu. Donc pour un Nasser hier, parce qu'il était en interview, voilà, il a réagi à ça, il a dit que maintenant voilà, c'est fini, le PSG va construire un nouveau stade. Et regardez sur la source parisienne, donc c'est un Twitter qui relaie les infos concernant le PSG. Donc le PSG, ses supporters voulaient tous rester au parc, hein, bien sûr les supporters parisiens veulent rester au parc, mais le club a tout essayé pendant 10 ans pour le faire, hein. Comme j'ai dit, ça a pris des années, hein, que le PSG s'est négocié pour agrandir le parc. À chaque fois la mairie a refusé. Donc comprenez-vous que le club veuille construire un stade ailleurs. Donc voilà, plus de 1300 votes, oui ou non. Et la plupart, regardez, 92% des supporters parisiens comprennent en gros que QSI, que Nasser, tout ça veulent construire un nouveau stade, vu que la mairie de Paris ne veut pas lâcher le parc. Voilà, parce que le PSG, s'ils veulent changer de dimension, ils doivent aussi avoir un stade de plus grande capacité, parce qu'actuellement c'est tout le temps un guichet fermé. Même pour des petits matchs, même si c'est une petite équipe en face, il n'y a plus de place. Les places, c'est pour ça qu'elles sont très chères. Donc s'il y a un stade avec plus de capacité, donc bien sûr les places seront moins chères. Donc voilà, et c'est que si on compare les gars avec le PSG, avec les autres grands stades, hein, regardez par exemple le Barça, 99 354 places, il va même dépasser je crois les 100 000 places quand il sera rénové là en 2026. Le Real c'est 84 000 places, Dortmund c'est 81, l'Inter 75, bon j'arrondis à chaque fois, mais Manchester 74 et le PSG 47 000. Voilà, le PSG les gars, s'ils construisent un stade, ils aimeraient en faire un au moins, minimum au moins 70 000 places, donc voilà, ils gagneraient au moins 30 000 places à peu près, voilà, pour arrondir. Donc voilà, c'est pour ça que le PSG, s'ils veulent être au même niveau avec les Barça, Real, tout ça, Dortmund doivent avoir un nouveau stade. Donc les plats, voilà, pour faire un stade, bien sûr à Paris, hein, vous savez qu'à Paris c'est saturé totalement, bien sûr, hein, pour faire un stade, il faut
un grand espace. Et à Paris, les gars, c'est impossible. Il faudrait bien sûr aller en banlieue parisienne. Et on peut voir des lieux où bien sûr le PSG pourrait construire un stade. Donc un terrain Montigny-le-Bretonneux, donc c'est vraiment cette ville là, Montigny-le-Bretonneux. Je ne sais pas si vous voyez où c'est tiens là, juste à côté de mon doigt. Donc là c'est vraiment, on va dire, le plus crédible, vraiment pour construire ce stade. Donc proche du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, impossible mais éloigné de Paris, mais bien desservi par le RER, tout ça. Donc il y a les hippodromes aussi d'Île-de-France et notamment celui de Saint-Cloud, compliqué puisqu'il faudra conserver l'hippodrome. Des terrains à Poissy compliqués au regard de la distance avec Paris et le manque de transport en commun. Et la Rueil-Malmaison avec la transformation de bureaux inoccupés, une possibilité mais très hypothétique pour l'heure actuelle. Donc voilà, de toute façon, le parc était quasiment... Dans Paris, on peut dire de toute façon, il va falloir maintenant faire un peu plus de distance, tout simplement, si un nouveau stade est construit. Parce que j'ai dit, il n'y a pas de place actuellement à Paris, même pour construire un nouveau stade. Donc voilà, les gars, ce qu'il va dire, que le PSG va quitter. Bon, après, ça prend du temps à faire un stade. Vous savez, un stade, le temps déjà que le permis de construire soit fait, que les ingénieurs imagine le stade, tout ça. Après qu'il soit fait le stade, ça va prendre au moins 8 ans. Là, peut-être si vraiment c'est officiel à partir de demain, et quand il sera inauguré, il faudra au moins 8 ans, bien sûr, avant de voir ce stade. Mais voilà, le PSG ne veut plus perdre de temps. C'est pour ça qu'un nouveau stade devrait être construit. Et pourquoi il a fait toutes ces déclarations, Nasser? Parce que hier, en gros, il a été réélu pour 4 ans au sein du comité exécutif de l'UEFA. Il est membre de l'ECA du côté de l'UEFA, mais en gros il a été reconduit pour 4 nouvelles années. Nasser, puis il a aussi réagi par rapport au dossier Kylian Mbappé. Donc voilà, sur l'avenir de Mbappé, il a dit au moment où on aura décidé, donc Nasser et Kylian, on vous le dira. Pour l'instant, il dit que Mbappé n'a pas encore tranché, enfin peut-être il a tranché, Mbappé peut-être il sait son choix en tête, mais il n'a toujours pas dit à Nasser ce qu'il comptait faire. Donc voilà. Et ce qu'il va dire, et Javier Tebas, le président de la Liga, à propos de l'avenir de Kylian Mbappé, j'ai dit que c'était environ 50% il y a quelques semaines par rapport à une arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real. Il dit maintenant c'est encore plus un pourcentage, peut-être 55%, je ne sais pas, 60%. Il a dit chaque jour qui passe et que Mbappé ne signe pas le nouveau contrat avec le PSG, parce que le PSG bien sûr lui a proposé un contrat, Mbappé il n'a plus qu'à accepter. Donc le pourcentage augmente, c'est que plus les jours passent, plus on arrive à la fin de contrat de Kylian Mbappé du côté du PSG, et plus les chances de Mbappé de quitter le PSG sont bien sûr de plus en plus grandes. Et toujours avec Javier Tebas, donc le président de la Liga, donc il a dit également que le Real Madrid, donc ils ont pour objectif bien sûr Mbappé, mais c'est pas fini. Il a dit qu'ils vont aussi faire d'autres recrues. Il a dit je connais pas les coûts de l'opération Mbappé, mais dans tous les cas, le Real Madrid a une très bonne santé financière. On sait que les voyants sont totalement dans le vert côté Real Madrid. L'opposé, on sait que le Barça c'est dans le rouge total, mais le Real, pas de souci. En plus avec le nouveau stade là, ils engrangent énormément de chiffre d'affaires. Donc il a dit ils n'ont jamais fait de folie en plus ces dernières années. C'est pour ça qu'ils vont peut-être faire de grosses folies l'été prochain, peut-être avec Mbappé, donc arriverait libre, mais il toucherait une grosse prime à la signature qui pourrait dépasser les 130 millions d'euros. Et aussi d'autres joueurs, parce qu'Alphonso Davies c'est aussi une priorité, et aussi Lenny Yoro. Donc voilà les 3 gros cibles pour le Real Madrid pour l'été prochain qui arrive. Donc voilà, ça sera un mercato mouvementé du côté de l'Espagne. Et toujours, tiens, on revient sur Kylian Mbappé, et on revient sur le match avant-hier où il n'a pas été blessé, mais bon, on est passé très proche quand même du drame. Donc Mbappé est resté en salle ce matin après la semelle reçue donc hier contre Brest, donc c'était hier, il ne s'est pas entraîné tout simplement Kylian Mbappé. Des examens complémentaires sont encore prévus, donc aucun risque ne sera pris ce week-end contre Lille. Donc demain, le PSG reçoit l'équipe de Lille à 21h pour un match de Ligue 1 avant de recevoir la Real Sociedad mercredi prochain. Donc Kylian Mbappé devrait être forfait. Ouais, normalement pas de risque pris, surtout qu'il y a le match de Ligue des Champions mercredi, donc il devrait être laissé au repos pour cette rencontre. Normalement, on en saura beaucoup plus là de la journée. Et Lilian Brassier, vous savez, ce joueur de Brest qui lui a fait la grosse semelle, du coup il a pris deuxième jaune et du coup carton rouge. Bon, sa semelle aurait dû mériter rouge direct. Bref, donc il s'est excusé, il a aussi reçu, ça c'est fou quand même, beaucoup de commentaires racistes dans les commentaires de ses publications Instagram, toujours aussi pathétique, voilà, parce qu'il a reçu beaucoup de haine, voilà, de propos racistes par rapport à la semelle qu'il a mis sur Kylian Mbappé. On lui envoie bien sûr beaucoup de force. On va parler d'un joueur du PSG qui était forfait lors du match contre Brest, Randal Colomoni, qui avait une infection. Il sera disponible, lui fait son retour, il devrait jouer demain contre l'équipe de Lille. On revient aussi, je vous ai dit que Nasser avait été réélu pour 4 nouvelles années. Et concernant Séphérine, le président de l'UEFA, donc c'est officiel, ne se représentera pas en 2027 pour le poste de président de l'UEFA. Donc en poste depuis 2016, il aura fait 3 mandats. Et voilà, en 2027, ce sera la fin de son contrat, on peut dire, en tant que président de l'UEFA. Et il arrête tout simplement, ce sera officiel. Enfin, c'est officiel, il a dit je suis fatigué. Voilà, encore 3 ans où il est président, puis après il y aura un nouveau président de l'UEFA. N'oubliez pas que lui c'est le président de l'UEFA, le président de la FIFA, les gars, c'est Infantino. On continue les gars
gars, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Et pourquoi? Parce qu'hier, je l'avais même pas. J'ai vu ça, j'ai dit, ah bah oui, il y avait ça. C'est vrai que hier, j'ai oublié de vous dire qu'il y a le tirage au sort de la Ligue des Nations. Et voici le groupe très costaud comme des Bleus. Donc officiel, voici le groupe de l'équipe de France en Ligue des Nations. Donc la France a l'Italie, la Belgique et Israël. Voilà, quand même des grosses nations, enfin surtout pour moi l'Italie, la Belgique, Israël. N'oubliez pas, c'était dans la Ligue B la saison dernière, vu que vous avez fini premier, ils montent en Ligue A, donc c'est pour ça que c'est une équipe promue, on va dire, voilà, en Ligue A. Donc voilà, le gros groupe quand même des Bleus. Bon, pour moi, l'équipe de France est favori. Voilà, l'équipe de France, n'oubliez pas, il y a 4 groupes, c'est les premiers qui s'affronteront après en demi-finale et une finale. Hein, la Ligue des Nations. Et Deschamps réagit au tirage au sort, il a dit c'est le haut niveau en étant en Ligue A de cette Nation League. Hein. Et en zone mixte, Philippe Diallo, le président de la FFF, a évoqué le contexte qui entoure la rencontre France-Israël en Ligue des Nations. Il a dit qu'on connaît le contexte extrêmement difficile actuellement. Hein. Le football est fait pour réunir des gens, ça sera un match dans un contexte particulier, mais ça reste du football. On sera extrêmement vigilant avec les pouvoirs publics pour que les conditions parfaites de ce match puissent avoir lieu. On saura gérer ce match, hein, que bien sûr que ce soit en France, mais surtout en Israël. On ne sait pas si ça pourra se disputer ou pas en Israël, on verra. Mais voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et sinon, les 4 autres poules, hein, donc la poule A, il y aura la Croatie, Portugal, Pologne et l'Écosse. Donc la poule B, donc c'est avec la France. Hein, la poule C, donc il y aura les Pays-Bas, la Hongrie, l'Allemagne et la Bosnie. La poule C, on peut dire, enfin groupe A 4. Hein, donc l'Espagne, Danemark, Suisse et Serbie. Donc oui, hein, l'équipe de France est quand même dans la poule de la mort, on peut dire, avec l'Italie, Belgique et la France. Pour moi, c'est la poule la plus costaud. Donc comme j'ai dit, hein, chaque équipe qui finira en tête ira en demi-finale. Et après, ça sera une demi-finale, puis après une finale, bien sûr, pour dire qui est le vainqueur. Donc les 4 poules aussi de la Ligue B, parce qu'oubliez pas que des équipes, il y a comme l'Angleterre, on n'a pas vu là dans les équipes de la poule A, parce qu'oubliez pas qu'ils avaient fini dernier de leur poule la saison dernière en Ligue des Nations, donc ils ont descendu. Regardez, ils sont dans le chapeau 2 avec la Finlande, l'Irlande et la Grèce. Pour l'Angleterre, normalement ça va le faire, ils vont remonter l'année d'après en poule A. Donc il y aura un République tchèque, Ukraine, Albanie, Géorgie. On peut voir aussi les autres poules là, tiens, avec les équipes là que vous pouvez voir. On peut voir aussi la Ligue C, voilà, avec ces équipes là, et la Ligue D. Donc Ligue D, c'est les plus petites équipes, hein, bien sûr, avec Gibraltar, avec Liechtenstein, Saint-Marin. Et tiens, c'est vrai que cette poule elle fait quand même flipper les gars, Liechtenstein, Saint-Marin et Gibraltar. Hein, Gibraltar qui avait pris un 17-0 je crois contre l'équipe de France au mois de novembre dernier. Donc divertissement, donc voilà, parce que ces équipes là, plus aucune victoire depuis 2018 pour Gibraltar, parce que c'est Lituanie ou Gibraltar, hein, parce que je pense que c'est pas encore défini. Donc Saint-Marin les gars, donc eux n'ont jamais gagné dans leur histoire un match. Hein, c'est la plus petite nation de football au monde. Hein. La Saint-Marin et le Liechtenstein, plus aucune victoire depuis 2020 pour le Liechtenstein. Et voilà, ces 3 équipes là vont s'affronter. Donc il y a peut-être une qui va gagner. Par exemple, Saint-Marin peut peut-être gagner son premier match de son histoire, on verra. Donc voilà, concernant cette compétition, donc les premiers matchs, hein, de toutes les rencontres là, ça sera en septembre. Voilà, prochaine trêve de septembre, voilà, parce que là, les prochaines trêves sera pour préparer, bien sûr, l'Euro. On continue maintenant aussi avec ce qu'on a appris aussi hier. Un nouveau carton va faire son apparition dans le football. Donc on sait, il y a le carton rouge, le carton jaune et il va y avoir le carton bleu. Voilà, qui va arriver. Donc nouvelle règle dans le football, le carton bleu. Donc il sera utilisé pour qu'un joueur sorte du terrain pendant 10 minutes s'il commet une faute qui empêche une attaque jugée dangereuse ou s'il manifeste avec véhémence auprès d'un arbitre. En gros, s'il s'embrouille avec l'arbitre, l'arbitre, les gars, lui mettra. Des fois, les arbitres, quand ils s'embrouillent avec les joueurs, voilà, ils mettent un jaune au joueur. Donc maintenant, ça sera un carton bleu. Tu vois, 10 minutes dehors. Voilà. Donc, voilà. Et si en gros, un joueur stoppe une contre-attaque, carton bleu également, 10 minutes dehors. Hein. Donc un carton bleu plus un carton jaune donnera lieu à un carton rouge. Donc 2 cartons bleus donneront lieu à une expulsion. Donc en gros c'est c'est entre le rouge et le jaune, on va dire un carton bleu, parce que ça a la même valeur que le jaune, mais tu vas 10 minutes dehors. Donc voilà, tu pénalises un petit peu ton équipe pendant 10 minutes. Donc une première phase de test aura lieu possiblement en FA Cup. Pour l'instant, ça va pas être dans toutes les compétitions. Par exemple, là, ce week-end, il n'y aura pas le carton bleu. Pour l'instant, ça va être étudié, on va dire, en FA Cup, donc c'est-à-dire en coupe anglaise. Et si ça se passe bien, voilà, ça pourrait intervenir après. Tout le temps dans le football. Regardez, la VAR, les gars, au début, ils avaient essayé sur quelques compétitions et après, on sait que maintenant, l'assistance vidéo est partout dans le football. C'était la même chose pour les 5 changements. Souvenez-vous, pendant le Covid, avant, il y avait 3 changements, puis on est passé à 5, puis maintenant, il y a tout le temps 5 changements. Donc, peut-être le carton bleu pourrait devenir, d'ici peut-être 2-3 ans, monnaie courante, on peut dire, dans le monde du football. Et concernant ce carton bleu, on peut voir un joueur, Mesut Özil a réagi sur l'instauration du carton bleu. Il a dit l'Atlético Madrid ne jouera donc qu'à 6 joueurs, parce que c'est une équipe bien sûr qui commet beaucoup de fautes, tout ça, d'anti-jeu. Donc il a dit voilà, c'est-à-dire tu prends des bleus à chaque fois. Hein. Donc voilà, bon, c'était un peu d'ironie pour Mesut Özil. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Barça qu'apprécie Xabi Alonso pour succéder à Xavi. Xavi en fin de saison, c'est officiel, on le sait les gars, hein, qui va quitter le
Barça, c'est lui qui l'a dit après la défaite contre Villarreal. Et du coup, le Barça apprécie beaucoup Xabi Alonso, hein, ce coach du Bayer Leverkusen qui est ciblé également par l'équipe de Liverpool. Bon, il est ciblé par tout le monde hein, parce qu'il fait du taf énorme du côté de l'Allemagne. On va parler de Thiago Alcantara, donc entré en jeu quelques minutes face à Arsenal le week-end dernier. Thiago Alcantara souffre d'une nouvelle blessure musculaire. Énorme coup dur parce qu'il avait déjà loupé les 3 derniers mois. Il était revenu au bout de 3 mois. Il a joué une dizaine de minutes contre l'équipe de Arsenal il y a quelques jours et de nouveau blessé, un peu musculaire, donc musculaire, on ne sait pas, ça peut prendre encore un mois tout ça, peut-être rechute de son ancienne blessure, on lui envoie beaucoup de force à Thiago Alcantara, son corps est en train de totalement le lâcher. Voici les médailles que recevront les athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024, on veut que les bancs de Thierry Henry et Hervé Renard soient en or cet été, parce qu'oubliez pas que bien sûr les Jeux Olympiques c'est plein de sports, mais il y a bien sûr une partie football, hein, hommes et femmes, donc voilà, peut-être Mbappé, parce qu'on Mbappé, je pense qu'il va participer au JO, pourrait peut-être avoir cette médaille au milieu, de médaille d'or. Hein. On espère bien sûr pour les Français et les Françaises, et même pour tous les autres sports. Hein. On va soutenir à fond les sportifs français. Officiel à peine revenu de sa blessure, Kevin De Bruyne fait déjà partie des nommés pour remporter le titre de meilleur joueur du mois de janvier en Première Ligue. C'est fou. Hein. Souvenez-vous, il a été blessé depuis la première journée de Première Ligue. Il a loupé quasiment plus de 20 matchs. Il arrive, il a joué 2-3 matchs, là, les 3 derniers matchs de Première Ligue et est déjà parmi les meilleurs joueurs, enfin qui peuvent remporter ce prix. Donc voilà, le mois de janvier les gars, tous les joueurs qui peuvent le remporter. Donc il y a Richarlison, il y a Gabriel, il y a Diogo Jota, il y a De Bruyne, il y a Adebayo et Conor Bradley, tiens, le jeune défenseur droit de Liverpool. N'oubliez pas que Kevin De Bruyne, il est nominé, mais n'oubliez pas qu'il n'a jamais remporté un prix du meilleur joueur du monde en Première Ligue. C'est fou de dire ça, mais c'est vrai. Jamais il a remporté ce prix. Bref, donc on verra qui remportera ce prix. Donc De Bruyne, c'est 2 matchs, 1 but, 2 passes D. On verra si ça sera lui. Hein, Diogo Jota, bon, bien parti pour le remporter quand même avec 3 matchs, 3 buts et 2 passes D. Hein, si on se réfère au stade, c'est lui bien sûr qui devrait le remporter. On va parler du Real Madrid. N'oubliez pas que demain, 18h30, le Real reçoit l'équipe de Girona. Donc le premier contre le deuxième. Actuellement, il y a 2 points d'écart. Donc soit le Real fait un gros creux, mettre un 5 points derrière l'équipe de Girona si le Real s'impose. Si Girona s'impose à Madrid demain, Girona repasserait devant le Real, ou si à match nul, 2 points d'écart toujours. Donc n'oubliez pas que le Real jouera pratiquement sans défenseurs centraux parce que ces 4-là sont blessés. Donc Militao et Alaba, eux, c'est sûr et certain. Rudiger, c'est peut-être le seul qui pourrait peut-être jouer, lui qui a été forfait contre l'Atlético, parce que Nacho, il a une surcharge musculaire en gros. Il doit avoir du repos, hein, parce que là il en peut plus, enfin c'est que physiquement ça va pas trop. Donc voilà, si Rudiger est là, Rudiger on pense qu'il sera titulaire, sinon ça pourrait être Carvajal, Tchouaméni en défense centrale demain pour le Real Madrid, hein, parce qu'il y a pratiquement plus de décès du côté de l'équipe espagnole. Daniel Alves, je ne suis pas un homme violent, donc au 3e et dernier jour de son procès pour viol, Daniel Alves a détaillé geste à l'appui sa version d'une relation sexuelle avec la victime présumée qu'il assure avoir été consentie, parce que c'est pas pareil si c'est consenti ou pas consenti, ça veut dire que la fille voulait, donc en gros c'est pas un viol, donc il a dit je suis pas un homme violent. Donc maintenant voilà, le procès est fini, maintenant on attend le verdict qui sera rendu dans les 30 prochains jours concernant Daniel Alves, donc il risque entre 4 à 12 ans de prison. Nouvel échec dans la carrière de James Rodriguez, 32 ans, donc il était parti l'été dernier à Sao Paulo. Le Colombien va déjà quitter le Brésil dans les prochains jours, vient d'annoncer son entraîneur. Il a joué seulement 6 mois, puis c'est déjà fini. Donc il n'a joué que 14 rencontres pour seulement un but, c'est triste. On se souvient de James Rodriguez, les gars, à l'époque du côté de Monaco. Avec la Colombie, tout ça, où c'était exceptionnel. Puis là maintenant c'est compliqué à 32 ans, il n'arrive plus du tout à relancer sa carrière. Donc il va être libre là d'ici quelques jours, James Rodriguez. Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du Barça pour la saison prochaine. C'est pas encore officiel parce qu'on est seulement au mois de février, mais souvent ça fuite bien avant, donc il sera officialisé lors des derniers matchs, on peut dire, de Liga, mais on devrait ressembler à ça, tiens, sur un montage, sur Lamine Yamal. Donc une partie bleue, une partie rouge et pareil bleu et rouge aussi sur les manches, avec le sponsor en or, Nike et Spotify, avec l'écusson qui sera en plein milieu au lieu qu'il soit par exemple là comme Arsenal là, tiens, sur le côté. Donc voilà, ça sera ça et je trouve plutôt beau, je sais pas ce que vous en pensez. La CAN 2023, on va la gagner et aller au Maroc pour la présenter au peuple marocain. Donc les supporters ivoiriens sont plus que jamais reconnaissants vers le Maroc après le repêchage miracle en phase finale, parce qu'oublie pas que la Côte d'Ivoire, s'il gagne cette CAN, pourra remercier énormément le Maroc d'avoir battu la Zambie en phase de poule. Sinon ça aurait été la Zambie en meilleur 3e, on ne sait pas si la Zambie aura accédé en finale, on ne sait pas. Mais voilà, la Côte d'Ivoire sont bien en finale, ça prenne mal à la finale, n'oubliez pas, ça sera dimanche soir à 21h. Et concernant Jean-Louis Gasset qui avait été le sélectionneur au début de la CAN, après il a été licencié et remplacé par Emer Faé, donc ne sera pas sacré champion d'Afrique si la Côte d'Ivoire remporte la CAN, assurer le service des compétitions de la CAF, donc lui il a été viré après le 4-0 pris contre la Guinée équatoriale, donc si à titre dans son palmarès ça ne sera pas marqué qu'il a remporté cette CAN, et n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire atteint la finale de la CAN pour la dernière fois en 2015.
Voilà, donc ça a été un match contre le Ghana et surtout une séance de tir au but. Il y a eu 0-0 dans le match, donc tir au but 9-8. Donc la séance de tir au but avait été interminable. Donc la Côte d'Ivoire s'était imposée. On peut voir Yaya Touré, qui avait été le capitaine bien sûr de cette équipe à l'époque. Regardez, c'était le 11 qui avait été titulaire. Serge Aurier, qui est toujours joueur. La Côte d'Ivoire, il pourrait gagner une deuxième CAN. Serge Aurier, qui était déjà là en 2015, il sera certainement titulaire pour le match après-demain. Donc il y avait Gervinho, il y avait Yaya Touré, bien sûr, Kolo Touré, Eric Bailly, Max Gradel ou même Wilfried Bony. C'était la compo de départ lors de la dernière victoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire a joué 4 finales de Coupe d'Afrique des Nations, 2 titres. 2 fois ils ont gagné, 2 fois contre le Ghana et 2 perdus contre l'Egypte et contre, je ne sais pas c'est qui le drapeau, donc je ne vais pas dire après, donc je ne vais pas dire de bêtises. Donc les 4 matchs après, c'est toujours fini sur des 0-0, 4 fois les finales, ils n'ont jamais marqué quand même la Côte d'Ivoire en finale de CAN, à chaque fois qu'il y a 0-0, du coup ça s'est joué à chaque fois au tir au but, ils ont gagné 2 séances de tir au but, ils en ont perdu 2. Donc voilà, concernant cette équipe et concernant le Nigeria qui peut remporter sa 4e Coupe d'Afrique face à la Côte d'Ivoire, donc elle pourrait se classer derrière l'Egypte, 7 titres, l'Egypte c'est toujours la sélection avec le plus de CAN remportées. Le Cameroun 5 a égalisé, surtout le Ghana 4, c'est une a remporté cette CAN dimanche soir. Et toujours du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, on va parler de ce coach qui a fait du taf énorme du côté de la Mauritanie. Et c'est officiel, Amir Abdou prolonge sur le banc de la Mauritanie jusqu'en 2026. Pourtant, il est annoncé du côté du Ghana. Plutôt, non, il reste du côté de la Mauritanie. Donc, CAN historique pour la Mauritanie, qui a déjà été qualifiée pour les 8e de finale. Et surtout, ils ont gagné leur premier match. Jamais ils ont gagné un match dans leur histoire en CAN. Voilà, ils ont gagné et ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés pour les 8e, maintenant ils sont éliminés. Mais voilà, leur coach a été bien sûr reconduit avec quelques années en plus de contrat. Et concernant le coach de l'Egypte, Hossam Hassan est le nouveau sélectionneur de l'Egypte. Il remplace Rui Vitoria qui a été viré après l'élimination des Égyptiens en 8e de finale. Donc changement pourtant. Rui Vitoria qui est un ancien joueur du Portugal. Donc il avait seulement fait une défaite en 18 matchs. Il a gagné plus de 14 matchs, 2 ou 3 nuls. Puis une défaite. Il a été licencié et c'est lui maintenant le nouveau coach de l'Egypte. Le Rénois envisage réellement d'activer l'option d'achat de 25 millions d'euros pour Vitinha et si ses performances sont au rendez-vous, cela ferait de lui le transfert record du club, parce qu'actuellement il est prêté avec une option d'achat de 25 millions d'euros en fin de saison. Rénois décidera si oui ou non ils paieront ces 25 millions d'euros. Et en gros, s'il fait vraiment une belle partie de saison du côté du Rénois, le Rénois l'achètera, il n'y a aucun doute. La Juventus espère toujours retenir Adrien Rabiot en fin de contrat cet été, parce qu'il est pisté par pas mal d'équipes, dont le Barça qui cherche toujours bien sûr des coups, des joueurs gratuits en fin de contrat. Il vise Rabiot tout simplement, et donc la Juve souhaite le conserver. Donc dans 4 mois et demi, c'est la fin de contrat de Rabiot du côté de la Juventus Turin. On va parler de Ferran Torres qui a donné son accord pour participer aux Jeux Olympiques de Paris avec l'Espagne. La compétition aura lieu juste après l'Euro 2024. On pense déjà qu'il va être convoqué avec Luis de la Fuente pour jouer l'Euro et il pourrait potentiellement aussi jouer tout simplement ces JO avec la sélection espagnole espoir, bien sûr. Donc il y aura la France aussi bien évidemment qualifiée. Il y a un an, jour pour jour, l'Olympique de Marseille éliminait le Paris Saint-Germain de la Coupe de France après un énorme match des Olympiens, notamment d'Alexis Sanchez. Elle semble bien loin cette période, c'est vrai. C'est que le PSG avait été éliminé il y a 2 ans contre Nice, on a parlé tout à l'heure. Et la saison dernière, c'était Marseille qui les avait éliminés en 8e de finale avant des en quart contre Annecy. On se souvient, ils avaient perdu contre Annecy. En plus, c'était à Marseille je crois que c'était au tir au but. Bref, c'était une grosse désillusion. Donc voilà, il y a un an jour pour jour, Marseille éliminé l'équipe du PSG. Officiel, Jess Lingard signe du côté du FC Séoul. Tiens, j'ai dit hier ou avant-hier, le Here We Go de Fabrizio Romano. Ça y est, c'est fait, les gars. Il rejoint la Corée. Donc c'est la première fois qu'il signe dans un club hors d'Angleterre. Jess Lingard, donc le joueur de 31 ans, c'est un joueur de Tottenham. On lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle aventure. Neymar acclamé par le public de Santos lors du match face à Corinthians. Donc c'était un match hier. Donc Neymar, quelques photos de lui qui est revenu, bien sûr, du côté de Santos. N'oubliez pas que Santos est descendu, sont en 2e division brésilienne, ils ont été relégués. Donc l'objectif c'est de remonter. Et Santos rêve tout simplement d'un retour de Neymar. Et Neymar, on pense les gars qu'un jour il retournera certainement dans son club qu'il a révélé au monde entier, l'équipe de Santos. Le Torino est intéressé par Gattuso, reste à savoir ce qu'il en sera de l'avenir de l'entraîneur italien avec l'OM et de la décision finale que prendra Ivan Juric pour le Torino. Si ça se passe mal pour Gattuso à l'OM, il y aurait peut-être déjà une porte de sortie. L'équipe du Torino serait très intéressée pour avoir Gennaro Gattuso. Et Gattuso tient au sujet de son capitaine Valentin Rongier, donc avant le match contre Metz ce soir. Donc il a dit: Valentin est une absence importante pour Marseille, il est blessé quand même depuis quelques temps. Je l'ai convoqué hier dans mon bureau. Les supporters ont été durs avec lui l'autre jour. Il me semblait triste par rapport à ce qui s'est passé. Je trouve qu'on était dur avec lui. Je lui ai dit de ne pas baisser la tête. Donc
vous trouvez ça normal, traitement subi par Valentin Rongier, je sais pas. Beaucoup critiqué par les supporters de l'OM, pourtant c'est quelqu'un d'important et c'est qu'actuellement tu sens, on sait que Marseille n'est pas au mieux actuellement. Peut-être vu que Valentin Rongier est actuellement blessé. Et la direction de l'OM a toujours n'apprécie pas le comportement de Jonathan Clauss. D'après l'équipe, on apprécie aujourd'hui. Donc le français parle fort dans le réfectoire, donc à la cantine. Passe ses heures devant la PlayStation lors des mises au vert et râle aux séances d'entraînement. Il serait aussi un peu trop sûr de lui depuis ce retour en sélection en équipe de France. Il aurait peut-être pris la grosse tête. Enfin, c'est l'équipe qu'on voit ça. Moi, j'en sais rien. Je suis pas du côté du centre de Marseille pour voir ce qui se passe, mais voilà. En gros, ce qui se passe avec Jonathan Clauss. L'AC Milan est très intéressé par Julen Lopetegui pour l'après Stefano Pioli. Donc l'entraîneur espagnol est l'un des profils les plus appréciés de la direction milanaise parce que Pioli pas sûr qui reste du côté de l'AC Milan qui est 3e de Serie A. Bon, on pense pas qu'ils vont porter le championnat parce qu'ils sont loin quand même derrière l'équipe de l'Inter. Donc on verra. Après ils sont qualifiés en Europa League. Tiens, ils vont affronter l'équipe de Rennes. Jeudi prochain en 16e de finale aller. On verra, ça se passe mal. Lopetegui pour être annoncé sur le banc de l'AC Milan. Ilić a été transféré 3 ou 4 jours, c'était dernier jour du mercato, c'était plutôt la semaine dernière. Donc il vient d'arriver à Lille et on peut voir tout juste arrivé à Lille, il y a à peine une semaine, va subir une opération. Un coup dur. L'attaquant serbe souffre d'une fracture de la fibula, fibula péronée gauche suite à un contact juste après son entrée en jeu face à Lyon lors du match mercredi entre Lyon et Lille où il y a eu victoire bien sûr des Lyonnais qualifiés pour la Coupe de France, donc blessé, il va se faire opérer. Donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le nouvel attaquant de l'équipe du LOSC. Mario Lemina qui présente son petit frère aux joueurs des Wolverhampton, parce qu'on sait que les deux Lemina, donc Noah Lemina et Mario Lemina sont ensemble maintenant du côté de Wolverhampton. Donc il a présenté bien sûr son petit frère à tous ses maintenant nouveaux coéquipiers. Regardez cette liste les gars, les joueurs qui ont éliminé le plus de joueurs par le dribble et la course en Ligue 1 cette saison, intéressant. Donc on peut voir c'est Zegrova les gars, 103 joueurs comme éliminés, un sacré dribbleur comme le joueur de l'équipe de Lille. On peut voir à chaque joueur, Dembélé les gars, il a dribblé 81 joueurs cette saison en Ligue 1, ou par exemple Mbappé, 70 joueurs dribblés cette saison en Ligue 1. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette question en gros, qui pour vous version Prime est le meilleur entre Ronaldinho Prime ou Neymar Prime? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain samedi bien sûr pour le prochain numéro. À plus tard.